Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'artisans créateurs. À Valabrègue, tout d'abord, pour rencontrer un vannier. Il fabrique toutes sortes de paniers aux formes variées. Il travaille l'osier, il va nous parler de ce métier ancestral. Nous partirons à Galargues-le-Montieux à la rencontre de Sonia Lemaire. Elle récupère à Détouré pour faire toutes sortes d'objets et de meubles en bois recyclé. Elle a installé son auto-entreprise dans le sous-sol de sa maison. Nous verrons ses créations et nous terminerons notre voyage à Nîmes en compagnie de Morgane Bensoussan, un jeune auto-entrepreneur qui a créé sa marque de chaussures 100% fabrication française. Pour l'heure, nous sommes au château de Bosc pour découvrir une exposition en compagnie de Simone Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire des lieux ? Oui. Alors nous sommes situés entre Nîmes et Avignon, donc c'est sur la commune de Domazan ici, le château de Bosc. Domazan, à 10 minutes d'Avignon et 20 minutes de Nîmes. Vous êtes propriétaire des lieux depuis combien de temps ? Depuis 2001, donc voilà. Et c'est de là que part l'aventure de décider d'exposer ici dans les jardins de ce château et dans les salles. On va le voir tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'histoire de ce château, peut-être de quand date-t-il ? Alors il date de 1872. Il a été construit par des propriétaires amoureux de la chasse. Donc c'était un relais de chasse. Et donc il y a eu plusieurs propriétaires. On va dire chaque génération, ça s'est succédé jusqu'à nous pour en faire un lieu culturel. Voilà. Pour y mettre une collection de mon mari, de roues. Et moi, qui j'aime l'art, j'avais envie d'en faire profiter à des artistes. Donc, dans un premier temps, on a mis des sculptures dans le parc. Et depuis cette année, on a ouvert une galerie à l'intérieur avec quelques salles d'œuvres de sculpture et de peinture. L'exposition que l'on voit dans les jardins et à l'intérieur s'appelle Cohabitation singulière, c'est ça ? Cohabitation singulière parce que effectivement on peut voir plusieurs choses, c'est-à-dire les œuvres d'art contemporain qui cohabitent avec des vélos, des motos et aussi l'art du vin puisque notre fils est amoureux et fait du vin. Le château de Bosc, une histoire familiale donc. Guillaume le fils s'occupe du domaine viticole, le père, Claude, est lui passionné de deux roues. Collectionneur amoureux de pièces rares, on découvre quelques-uns des trésors de sa collection en compagnie de Frédéric Siller. Claude Renaud, conservateur, collectionne depuis près de 40 ans des vélos et des motos de toute époque. Un jour, il décide, lorsque sa collection privée devient trop importante, de la rendre publique. C'est un musée qui est une collection qui est de plus en plus épurée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus maintenant que des pièces de grand intérêt, des pièces ou très rares, ou carrément unique au monde, comme le vélo de Bernard Hinault, mais aussi comme des motos extraordinaires avec un moteur d'avion, ou le plus grand bicycle du monde, etc. etc. Nous avons énormément de pièces uniques. Cette unicité des pièces exposées fait de ce musée le plus beau de France du deux roues. Au sein de ce château, les visiteurs peuvent découvrir dans une douzaine de salles des engins d'un autre temps, d'une autre époque, sélectionnés en fonction de leur âge, leur intérêt historico-technique et leur rareté, et des machines exceptionnelles comme ce drôle d'hélicoptère ou ce vélo à hélice. Les motos y sont d'un grand intérêt. On y retrouve là encore des modèles rares comme cette Mégola de 1922 ou bien cette Gilet Hersal qui, à l'époque de sa création, ne fonctionnait pas qu'à l'essence. C'est une moto qui fonctionne au gazogène. En fait, c'est une moto qui peut se passer d'essence, même en cas de pénurie, puisqu'elle marche au charbon de bois. Alors c'est à la fois un véhicule du passé et du futur, puisque c'est un véhicule une moto qui date de la dernière guerre, à l'époque où il n'y avait pas ou plus d'essence.
Et ça peut être un véhicule du futur parce que qui nous dit ce que nous réserve l'avenir. On n'en sait rien du tout. Au niveau pollution, ça pollue quand même moins et beaucoup moins qu'un véhicule à essence. C'est un véhicule qui pouvait fonctionner à 100 km/h et aujourd'hui il doit fonctionner entre 80 et 90 km/h. Les modèles les plus populaires ne sont pas oubliés, comme les vélos Solex, les Vespa et même la Paloma de Johnny Hallyday. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour. Si vous aimez les deux roues, si dans votre vie vous avez possédé un vélo ou une moto, ou si vous êtes simple curieux, vous découvrirez au musée du vélo et de la moto, Château de Bosc, des engins dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Alors attachez bien vos casques, en route pour une histoire hors du commun, celle des deux roues. Vous resterez mes copains. Nous poursuivrons notre visite du château de Bosc dans un instant. Pour l'heure, nous partons direction Valabrègue à la rencontre d'un vannier. À la rencontre d'un vannier, Daniel Benibdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dernier vannier ici à Valabrègue. Alors vous allez nous parler un petit peu de votre travail. Oui. Depuis quand êtes-vous installé ici? Ça va faire exactement ce mois, 8 ans. 8 ans. Voilà. Et donc vous travaillez, vous êtes en train de faire un panier à bois, hein, c'est ça? Voilà, oui, je suis en train de faire un panier à bois en osier brut. Vous avez un joli fauteuil, je vois là. C'est de la oui, c'est de la récupération, mais c'est aussi de l'ergothérapie. Parce que j'ai été opéré du dos. Normalement, le vannier est assis sur l'établi. Ah oui, donc c'est effectivement... Voilà, et la table est plus petite, mais là, moi, j'ai amélioré mon poste de travail pour pouvoir encore travailler, puisque j'ai été opéré du dos, voilà. D'accord. Alors, on voit aussi de l'osier, là, qui sèche, voilà. en fait, dans votre atelier. Il provient d'où, cet osier? La plus grande majorité de mon matériau, c'est moi qui le cultive. J'ai pas un statut d'artisan, j'ai un statut d'agriculteur. D'accord. Puisque je produis ma matière première et que je la transforme pour faire un produit fini. Et c'est volontaire de la laisser sécher, j'imagine, là où vous allez la travailler? Alors disons que là, c'est... température de séchage ou pas du tout? Voilà, non, là il est sec depuis longtemps. Parce que l'osier, on le récolte, mais le mieux c'est de le travailler 1 an, 2 ans ou 3 ans après, même plus. D'accord. Plus il reste longtemps comme ça et il prend une certaine maturité, le bois se resserre et il est mieux à travailler. Alors pourquoi c'est pas du tout la même couleur celui-ci que celui qu'on voit là? Voilà, alors là c'est de l'osier brut, c'est un osier qui a encore son écorce. D'accord. Voilà, et là c'est de l'osier blanchi, c'est-à-dire que avant de le laisser sécher, je le mets le pied dans l'eau. Au printemps il repart en sève et ça me permet, quand il y a les feuilles qui sont poussées, d'enlever la peau. Au final, c'est le rendu qui ne va pas être le même. On aura des paniers foncés comme on voit là, voilà. Et des paniers plus clairs. Par exemple, un panier en osier brut, c'est plus lourd qu'un panier en osier blanc. Hein, il y a au moins 30% d'écart de poids. D'accord. Alors là, je fais ce qu'on appelle un cordon. Et voilà. Donc ça, c'est l'incident qu'il ne fallait pas. Donc je commets déjà une erreur parce que je me distrais. Voilà. Vous arrivez à vous tromper quand même? Ah bah oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Voilà. Ça se corrige facilement donc visiblement. Bah, ce qu'il faut, c'est s'apercevoir de l'erreur. Hein? Alors on voit que c'est assez souple, hein, c'est facile finalement à tordre. Facile, non. Non? Non, non. C'est C'est très contraignant pour les muscles. Ouais. C'est un bois à fibre longue, donc c'est un bois qui se prête bien à ce genre de travail. Ouais. C'est sûr qu'on ne pourrait pas faire avec tous les bois. L'osier, en fait, c'est le bois qui a le plus cette facilité de tressage, en fait. Voilà, donc là, je vais passer l'angle. Voilà. Donc c'est une épreuve délicate et contraignante pour l'osier. Voilà, parce que je peux casser le brin, ça peut arriver. Voilà. Et dans parce ce cas-là, que là, comment ça se passe si vous cassez le brin? Je démonte un peu, puis je fais un rajout. Hein. Parce que là, ça fait un cordon. Et là, je vais transformer, ça va faire comme à l'autre bout, là, ça va faire un bord. Vous voyez, là, sur cette face-là, les montants sont abattus. On appelle. Voilà, ça va faire un bord. Voilà.
parce que comme c'est un panier à bois, il faut que les deux bouts soient ouverts de manière à pouvoir mettre les bûches. Et puis si elles dépassent un peu, voilà. Je mets une petite tige de bois entre les deux montants, une gaine qui va permettre de mettre en place la anse du panier. Là, ça les écarte un peu pour pas que... Parce que sinon, ils auraient tendance à se resserrer comme ça. Voilà, c'est pour les maintenir. Voilà. Alors là, je vais taper un peu avec un outil qu'on appelle une batte. Alors ça, c'est une batte que j'ai trouvée à la décharge. C'est une batte de vannier de Valabrègue. Hein. Il me plaît de dire que l'ancêtre à qui possédait cette batte guide mon travail un peu. Vos gestes. Vous allez mettre combien de temps pour faire ce panier? Alors, pour faire un panier comme ça, il faut 3 heures, 3 heures et demie. Vous avez appris votre métier avec un autre vannier? Non, j'ai appris mon métier à l'école nationale de vannerie et d'osiriculture qui se trouve en Haute-Marne, dans le 52. Voilà, c'est une des rares écoles européennes. Hein. Il y en avait 3, il en reste plus que 2. Donc c'est l'école française, l'école allemande, et puis il y en avait une en Pologne, mais elle a fermé. J'espère que la française ne fermera pas.